Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis de vous inviter à vous installer avec nous au salon SAMC 100 ans d'innovation entre pros à Chambéry. Ça fourmille d'énergie ici derrière nous. De grands projets sont sans doute en train de germer à condition, bien sûr, de répondre aux nouveaux défis du secteur du BTP. C'est de cela qu'on va parler. Comment est-ce que la SAMC anticipe ces défis et accomplit cette transition en plaçant l'humain au cœur de ce projet? C'est vaste, mais c'est très précis, vous allez voir. Et on va vous le montrer avec vous, Jérôme Fouin, bienvenue. Eh ben, merci de m'accueillir. Bienvenue chez vous et merci de nous accueillir. Voilà, donc on est en direct du salon SAMC. Et effectivement, pour la première fois de sa longue histoire, SAMC a plus de 100 ans, le comité de direction de SAMC va ouvrir sa stratégie au plus grand public de ces territoires pour expliquer comment il réfléchit à l'avenir, comment il prépare ses trajectoires, sa feuille de route. Et on va parler de grands thèmes qui sont au cœur de notre stratégie et qui répondent aux grands défis de la filière BTP. Oui, parce qu'on sait à peu près tout ce que c'est que la SAMC. On voit aussi ces lettres jaunes et bleues un petit peu partout sur le territoire. Vous allez désormais tout savoir sur cette grande entreprise. Le monde est en pleine mutation et le BTP est fortement impacté par les défis climatiques, économiques et sociaux. Effectivement, le BTP, c'est un des secteurs les plus émissifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, avec le transport et l'agriculture. Donc on est très concerné par les enjeux de la décarbonation, à la fois les industriels, nous, les négociants de matériaux et les entreprises du bâtiment. C'est le grand thème de ce salon où sont présents les trois acteurs. Et au-delà de ça, le monde bouge, les générations changent, il y a des nouvelles attentes chez les jeunes. Et il y a la digitalisation de la relation aussi qui fait bouger les lignes et on a tous ces sujets-là en cours. Et tout en restant, ça c'est notre volonté, une entreprise très ancrée sur ses territoires et très attachée à l'être humain. L'être humain est au centre de SAMC. Oui, alors vous avez choisi de montrer l'engagement SAMC autour de 5 thèmes très significatifs dont on va parler ici au cours de cette émission avec les responsables qui en parleront bien mieux que moi et qui sont très au fait de la question. On va parler d'abord du maillage des territoires au cœur de la stratégie de l'enseigne SAMC et de ses marques spécialistes. Ça peut paraître plein de notions, tout ça assez impalpable, mais vous allez voir que c'est vraiment du concret. On en parle avec vous, Laurent Laroche, bienvenue. Bonjour. Voilà, dans le micro, vous allez vous y habituer. Et Fabrice Lauricella, bienvenue. Bonjour. Fabrice, vous êtes directeur de la région Rhône-Loire et Laurent Laroche, vous êtes le directeur opérationnel. Ce maillage territorial, alors qu'est-ce que c'est? En fait, ça veut dire que ça représente tout un réseau d'agences qui est construit, j'imagine, en toute réflexion. Oui, c'est cela. On bâtit notre maillage et notre organisation. Alors, Fabrice en parlera, étant sur le terrain et au contact de nos clients dans son quotidien. Alors, on bâtit tout notre maillage pour être en proximité client et être au plus proche de nos chantiers. Oui, alors ça veut dire il y a certaines agences qui sont là, qui sont historiques, qui sont là depuis très longtemps. D'autres viennent compléter l'offre. Comment il se présente ce réseau ? En fait, nous avons historiquement des agences sur nos départements historiques. Aujourd'hui, nous avons des trous dans nos maillages. La demande du client évolue. On doit se spécialiser. On parle souvent des SAMC et ses marques spécialistes où on doit apporter un service différent à certains métiers. Donc, dans le maillage, il y a deux gros piliers. Il y a le pilier de déploiement de notre stratégie de point de vente en proximité avec nos clients. Proximité qui est voulue par tout ce qui est RSE, de moins se déplacer pendant nos points de vente et moins se déplacer sur nos chantiers, d'être au plus proche et au cœur de nos métiers. Et dans la deuxième logique du maillage, il y a tous nos départements historiques où nous avons des trous de proximité et des dépôts qu'on nous renouvelle afin qu'ils soient plus conformes à nos attentes.
Oui, alors quand vous dites vos clients, il y a 80% de professionnels et 20% de particuliers, c'est à peu près ça la clientèle SAMC? Oui, dans les grandes familles, on va être à 80-20%. Alors comment on décide d'ouvrir une agence? Parce qu'il y a un service de proximité qui est rendu aux habitants. Comment on prend cette décision? Alors souvent, les clients sont au cœur des demandes. Souvent, nous avons des clients qui se déplacent de plus en plus, qui vont sur des zones où on a des trous de maillage. Le développement urbain et la population bougent, donc il faut qu'on s'adapte au marché, il faut qu'on suive nos clients et qu'on apporte le même service sur les zones où nous ne sommes pas présents. Mais alors il y a une équation professionnelle particulière aussi à résoudre en fait. Oui, on a une équation professionnelle particulière à résoudre et puis on a aussi une autre équation qui est très importante pour nous, c'est l'optimisation de nos flux d'appro. Et il est très important pour nous de mettre en place nos agences sur un maillage qui est assez proche puisque toutes nos agences sont livrées à partir de nos plateformes. Et pour optimiser, eh bien, on a des circuits de livraison, on a une organisation qui nous permet d'être beaucoup plus performants et surtout d'avoir des produits régulièrement dans nos agences sous moins d'une semaine. Donc on a cette approche-là. On a aussi, SAMC se modernise. On a le maillage, on modernise nos points de vente. Là aussi, on est très, très enclin à moderniser nos points de vente qui sont un peu vieillissants pour les amener au goût du jour et être dans les démarches actuelles de performance énergétique de nos bâtiments. Et puis, on fait attention, guillemets, on fait ça en termes de maîtrise budgétaire par rapport à la stratégie de l'enseigne. Oui, parce qu'il faut aussi faire du chiffre d'affaires. Ça coûte, j'imagine, d'ouvrir une agence. Oui, ça coûte, mais c'est de l'investissement à long terme. Donc aujourd'hui, on a vraiment une demande et un besoin d'être présent à proximité de nos chantiers, à proximité de nos clients. C'est vraiment une volonté du groupe. Mais ça s'anticipe aussi. Est-ce qu'on arrive aussi à sentir où les chantiers vont se développer? Comment on raisonne? Ça s'anticipe parce qu'une création, une ouverture sur un nouveau département, c'est entre 20 et 24 mois de travail. Donc il y a un travail de fond qui est énorme afin d'ouvrir une agence. Mais on est aidé par les élus qui souhaitent vraiment nous accueillir sur certaines zones où il y a un manque pour leurs habitants. C'est vraiment une demande. Oui, j'ai l'exemple, il y a quelques années, quand on est allé planter une agence à Lens en Vercors, on a amené un service extraordinaire aux habitants du plateau. Plutôt que de venir dans la plaine pour chercher leurs matériaux, ils ont les matériaux à disposition à notre agence de Lens en Vercors. Et on a plein d'exemples comme ça. Et c'est des succès. Et c'est très simple, mais c'est un succès à chaque fois. C'est aussi un circuit court, finalement. C'est un circuit court et c'est aussi que sur un même point de vente, on est capable de développer des coactivités, c'est-à-dire d'avoir plusieurs spécialités, plusieurs services différents. Typiquement, on a une nouvelle agence au sud de Grenoble, à Hébin, où on a à la fois la spécialité des plaques de plâtre isolation, en même temps la spécialité menuiserie extérieure et en même temps la spécialité aménagement intérieur-extérieur, ce qui fait que si j'ai un projet complet de rénovation, j'ai 3 réponses spécialistes au même endroit. Je me déplace qu'une fois et j'ai 3 réponses spécialistes. Et alors, et si on implante une agence donc par une offre de service, on va créer une demande. Donc est-ce qu'on réfléchit comme ça aussi? Ou est-ce qu'on répond à un besoin au départ? On répond à un besoin, mais il y a de la demande. On apporte par notre maillage et par notre service logistique, notre plateforme, un vrai service à nos clients. Et on crée la demande et on répond à une demande. Très bien. Oui, on a pour habitude aussi de parler dans notre maillage, d'être proche de nos clients et de leurs chantiers. Et on essaye d'être à peu près entre 20 minutes et une demi-heure de nos clients et de nos chantiers. C'est vraiment le temps qu'ils ont besoin pour venir chercher leurs matériaux. Eh ben merci beaucoup, messieurs. Et bonne route, bien sûr, pourvu qu'elle soit le plus court possible. On a compris, la proximité des clients. On va s'intéresser tout de suite au cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, on en a déjà parlé un petit peu. C'est la relation client, tout de suite. Oui, parce que Jérôme, donc oui, on est en train d'appeler nos invités. La relation client, en fait, ça veut tout et rien dire à la fois. En fait, c'est un commerce, c'est une relation client par définition. Alors aujourd'hui, ça représente un parcours qui doit être efficace et agréable de part et d'autre. C'est ça la relation client? Oui, la particularité de notre métier, c'est qu'on a différentes typologies de clients. On a des
petits, moyens, gros. On a des charpentiers, des maçons, des plaquistes, des menuisiers. On a plein de types de clients différents. Les clients de haute montagne, de plaine, etc. Les clients urbains. Et donc, on doit avoir une relation client adaptée à chaque client. Donc, on ne peut pas raisonner la relation client de façon linéaire. Il faut vraiment être capable de répondre à chaque typologie de client. Et les particuliers, c'est encore une autre catégorie. Mais ça, messieurs vont nous l'expliquer. On a de bons clients pour parler de ça. pour le coup, François Berriot, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Et merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur général de l'enseigne SAMC. Et puis Vincent Barbero, merci d'être avec nous. Bonjour. Au directeur de région Isère. François, c'est un sujet permanent, c'est une préoccupation de chaque instant pour tous les salariés, j'imagine, mais aussi pour la direction, cette relation client. Oui, c'est quelque chose qui nous caractérise. On a une proximité client qui est ancrée dans nos gènes depuis très longtemps. Et je dis toujours, on est le négoce local, le négoce régional, adapté au cœur de nos montagnes. On est en Rhône-Alpes, on a un maillage de proximité avec des points de vente tous les 20-30 km. Et donc, on est au plus près de nos clients. Mais ça ne suffit pas d'avoir des sites au plus près de nos clients. Il faut aussi aller les voir, faire des choses avec eux pour pouvoir conquérir petit à petit cette proximité et être favorisé à un moment ou à un autre quand on a besoin. Dans des moments difficiles, on est en concurrence comme tout le monde. Et à nous d'être le négoce préféré de nos clients. Voilà, donc, on travaille là-dessus. Comment on se démarque alors justement quand c'est vrai que c'est très concurrentiel, on l'a dit, la proximité ne fait pas tout, il faut aussi gagner la confiance. Comment est-ce que ça se matérialise? Le deuxième grand mot de chez nous, en plus de la proximité, c'est le professionnalisme. Ça ne suffit pas effectivement d'être copain avec les clients, d'être proche d'eux, il faut aussi être très professionnel. Et donc on a un certain nombre de formations, on a un certain nombre de valeurs chez nous qui fait qu'on doit être très professionnel. On cultive aujourd'hui cette relation client, mais dans le sens du professionnalisme, avec des formations, avec le sens du client, le sens du commerce, le sens de l'engagement et le respect de cet engagement pour que le client qui nous demande quelque chose, si on s'engage, on le fait derrière. Et ça, globalement, ça marche très bien. Alors, Vincent, c'est aussi quelque chose qui doit être inné quand on travaille dans une entreprise comme celle-ci aussi, ce sens du service au client. Bien sûr, les clients sont très exigeants. Les clients ont besoin de gagner du temps sur leur chantier. On ne doit pas leur faire de fausses promesses. On doit être capable de délivrer, de répondre à leurs attentes en temps voulu. C'est très important, c'est ce qu'ils attendent de nous. Donc ça passe par le professionnalisme de nos équipes, ce que dit très bien François, et puis par tout l'événementiel qu'on fait autour. On fait énormément d'événementiel. Le salon en est un très bon exemple. Cette émission aussi, finalement, l'émission aussi. On attend plus de 5000 clients sur 2 jours ici. On voit plein de sourires. Les clients sont contents d'être avec nous. Et nous, on aime vivre des événements avec nos clients en dehors du travail quotidien. Donc on fait énormément de choses avec eux. Oui, alors parmi les choses qui font l'excellence, on l'a dit, c'était la proximité. Elle est physique et elle est morale aussi, je crois, puisque beaucoup dans ce secteur, on se tutoie. Ça en fait partie aussi. Oui. C'est des clients que vous connaissez depuis longtemps et parfois de famille en famille aussi. De génération en génération. Et l'avantage, c'est que nos clients qui vieillissent, il y a des jeunes qui reprennent derrière, il y en a qui transmettent. Mais globalement, on suit toujours les mêmes clients depuis de nombreuses années. C'est le cas général, justement, la transmission dans ces entreprises. Dans beaucoup d'endroits, alors quand ils ont la chance de pouvoir le faire en famille, c'est très bien. Les fils qui reprennent, on a des tas d'exemples. Moi, j'étais avec un groupe de clients il n'y a pas très longtemps, et il y en a 3 ou 4 à qui j'ai dit bonjour en disant il y a 20 ans, il y a 25 ans, je travaille avec ton papa, et c'est ça. Donc c'est marrant, c'est le papa qui a créé l'entreprise, c'est les fils qui reprennent, des fois 3e génération. Et ces gens-là restent fidèles à SAMC. Et donc ça se travaille dans le temps. C'est pas parce qu'on a été bon avec le papa qu'on sera bon avec le fils. Donc il faut aussi s'adapter, il faut aussi avoir du répondant et pouvoir répondre à leurs demandes et à leurs attentes. C'est ce qu'on s'attelle à faire. Oui, il y a un engagement d'un côté comme de l'autre aussi. Ne pas décevoir, ça, j'imagine, c'est un souci permanent. Rien n'est jamais acquis. Oui. Mais ce n'est pas exclusif non plus. Il n'y a pas que la transmission de génération en génération. Ce n'est pas le cas général. Enfin, c'est peut-être, je ne sais pas comment. Il y a des entreprises qui se revendent aussi, avec des gens qui arrivent d'autres secteurs, d'autres activités et autres. À nous de leur faire comprendre que c'est le bon choix de travailler avec SAMC. Et ce n'est pas parce qu'eux, ils arrivent derrière qu'il faut tout changer. Mais ça dépend de nous. Si on est bon, ils nous garderont. Et rien n'est jamais acquis. Donc à nous de faire ce travail-là. Et comment est-ce qu'on entretient cette relation? Alors avec quel service? Il y a des petits cafés, il y a des coussins. Comment ça se fait en fait? Comment est-ce qu'on chouchoute un petit peu entre guillemets? En tout cas, on rassure les clients dans une agence et au quotidien sur le déroulé d'un chantier. Alors,
je reviens sur le professionnalisme, c'est quand même la pierre angulaire du service client, hein. C'est d'être pro, de ne pas faire de fausses promesses. Le café est offert dans toutes les agences SAMC, sachez-le, à tous nos clients tous les jours. Et puis après, comme je le disais précédemment, ça passe aussi par des événements en dehors du travail, hein. Nos partenariats nombreux avec le hockey à Grenoble, on peut citer le rugby, hein, le FCG, le GF38. Vous invitez vos clients au on match. vit des événements avec eux où là, on arrive à créer un lien qui va au-delà du travail. Mais si le travail est mal fait, le lien, vous ne le créerez jamais, hein. C'est vraiment la base. Qu'on soit un ancien salarié ou un tout nouveau qui arrive aussi. Tout à fait. Pour rebondir sur ce que vient de dire François, on voit aujourd'hui arriver dans nos agences des 4e générations, hein, de clients dont les arrière-grands-pères ont ouvert les comptes il y a très très longtemps, hein. C'est un contrat moral, ça, Jérôme? Oui, on est une entreprise qui est poussée au quotidien à la responsabilité. Nos clients ont des comptes ouverts chez nous, ils viennent régulièrement chez nous, on a des commerciaux qui les suivent et on est leur premier banquier, hein. Le professionnalisme, c'est aussi qu'on est leur premier banquier et donc on les accompagne dans leur croissance, on les accompagne dans les aléas des chantiers, on est au rendez-vous et cette confiance, elle est très très importante, ça se construit tous les jours. On est dans un commerce de relations continues, on n'est pas toujours parfait, on a souvent à s'améliorer, mais néanmoins, SAMC s'est toujours démarqué par son sens inné du client et ça l'a toujours été depuis 100 ans et c'est certainement inscrit gravé dans le marbre pour les 100 ans à venir. D'ailleurs, la confiance, elle est entre, bien sûr, le salarié et le client, mais les salariés eux-mêmes. D'ailleurs, là, on est un petit peu plus dans le domaine de la RSE qui va venir tout à l'heure, mais c'est très important aussi. La proximité pour nous, et c'est l'exemple type sur ce salon, elle est avec les clients, mais elle est aussi avec les collaborateurs, bien sûr, on en parlera tout à l'heure dans la partie RH, mais elle est aussi avec nos industriels, nos fournisseurs partenaires. On essaye d'avoir des vrais partenariats avec eux, et ça, les clients le ressentent aussi. Donc ça cultive aussi cette proximité avec le client. Pas besoin de surveiller, ça se passe bien en général. Vous n'avez pas un gendarme de la relation client? Pas besoin. Pas besoin. On n'en doute pas. Merci beaucoup. À vous quelque chose à ajouter, pardon? On souhaite un bon salon à tous nos clients, bien Regardez, sûr, et à bien. tous nos partenaires industriels. Ça a l'air d'être bien parti, hein. Elle est là derrière nous aussi, la relation client. Merci beaucoup. Et puis, à tout de suite. D'ailleurs, hein, François, vous revenez ici. Le contexte, on l'a bien compris, c'est le défi climatique. C'est omniprésent ici, dans ce salon. Nous aussi, on va prendre le train vers cet enjeu. D'ailleurs, Laurent Laroche retrouve son siège. Je rappelle que vous êtes le directeur opérationnel. Et Éric Gauthier, bienvenue. Merci beaucoup. Directeur du développement MPPI, qu'est-ce que c'est? Alors MPPI, c'est une enseigne spécialiste du groupe SAMC. Et on distribue principalement des produits liés à la plâtrerie, l'isolation et aussi les plafonds. Ah là là. D'où le PPI. Et au cœur de l'actualité, hein, au cœur des enjeux, bien sûr. On peut rappeler d'ailleurs, Jérôme, que SAMC et les marques, comment on dit, les marques partenaires, les marques associées? Les marques spécialistes. Spécialistes. Qu'est-ce que c'est? SAMC, c'est une vieille marque généraliste des matériaux de construction qui est là depuis plus de 100 ans et qui a développé depuis quelques années des spécialités. Donc MPPI pour la plaque de plâtre isolation, Carreo pour le carrelage et l'aménagement intérieur et Ménéo plus récemment pour les menuiseries extérieures, les portails. Et donc ces 4 marques se combinent sur différents sites ou sur le même site. Ça dépend des territoires. Donc c'est SAMC et ses marques spécialistes. Alors ce défi climatique, c'est pas qu'une façade, sans reprendre après tout, c'est dans le thème, hein, donc c'est pas qu'une façade évidemment. Ici, tout est question des défis face à la préservation de l'environnement et la transition énergétique et écologique. C'est un enjeu énorme pour tous les acteurs de la filière, les industriels des matériaux qui doivent décarboner leur production en utilisant plus de matières premières recyclées, en modifiant leur mix énergétique, etc. etc. Nous, les négociants, on doit aussi travailler sur notre empreinte carbone et c'est un vrai sujet parce que finalement, on déplace des tonnes d'un point A à un point B toute la journée. Et enfin, les entreprises du bâtiment qui doivent améliorer à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre, qui doivent décarboner les chantiers. Il y a un enjeu de partout et tout le monde s'y colle en ce moment, tout le monde travaille dessus en ce moment. Et on s'y colle, il y a plein de... Décidément, le jargon du BTP est infini ici pour nous. On s'y colle notamment avec les produits durables et responsables, avec les enjeux des isolants bio et géosourcés, éco-sourcés aussi. On va parler aussi de RE 2020.
Qu'est-ce que c'est? La RE 2020, c'est une réglementation. 2020, pardon. Voilà, c'est la RE 2020. Après, on peut dire aussi 2020, il n'y a aucun problème. C'est en fait une réglementation qui régit l'ensemble de la construction neuve en France. Donc en fait, c'est une loi qu'on doit respecter. Et à partir de là, on a un bâtiment qui est conforme pour l'habiter. Avec tout un tas de normes, on ne peut pas aujourd'hui faire comme on veut. Non, mais on pourra prendre rendez-vous pour en parler si vous voulez. Ah, tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai que le BTP construit et rénove, donc c'est un secteur qui est très consommateur d'énergie. On vient de le dire. Aujourd'hui, il y a une nouvelle donne, à la fois dans la construction neuve et dans la rénovation. Oui, effectivement, hein, on a des impératifs. Hein. La France est inscrite complètement à travers son plan climat pour réduire son émanation de gaz à effet de serre à travers le bâtiment, qui, comme vous l'avez dit, est une source de pollution importante. Oui, alors comment est-ce que la SAMC encourage, accompagne et s'engage dans la décarbonation? Alors, au travers de nos produits, déjà, on travaille une offre de produits qui nous permet de répondre. Donc, on travaille avec nos partenaires industriels pour avoir des produits le plus décarbonés possible. Donc, on s'engage avec eux à distribuer ces produits nouveaux, ces innovations. Et on avance aussi avec eux par de l'expérience terrain. Nos clients aussi nous font part d'utilisation ou de souhait d'utiliser tel matériau de telle et telle façon. Et on aide à améliorer le processus aussi de fabrication des matériaux. Il y a une dimension recherche qui est très importante aussi. Il y a une dimension recherche, effectivement. Aujourd'hui, on arrive à avoir des matériaux biosourcés performants, pérennes dans le temps également, et validés par des bureaux d'études. Et c'est important dans la construction parce qu'on est sûr d'avoir le bon produit pour la bonne utilisation. Alors, qu'est-ce que c'est les matériaux biosourcés ou géosourcés? Alors, ce sont des matériaux principalement issus de matières premières renouvelables. C'est-à-dire qu'on ne vient pas puiser la matière première, on vient tous les ans récolter des produits. Ce sont principalement des isolants à base de végétaux. Des sciures, Tout à fait, on peut utiliser du bois, on peut utiliser du lin, on peut utiliser différents types de produits. Et alors, en termes de matériaux de construction, certaines sont ancestrales, comme la terre, comme le bois, et de nombreuses collectivités d'ailleurs aujourd'hui parient sur ce type de construction. On peut parler d'un vrai virage en matière de construction et de matériaux de construction? Il y a véritablement, depuis quelques années, un virage, parce qu'il y a une attente forte aussi des clients, on a une attente forte aussi au niveau réglementaire, et puis on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on veut vraiment atteindre ces objectifs de décarboner la filière bâtiment, nous devons utiliser ces produits qui sont de plus en plus performants et avec une mise en œuvre aussi de plus en plus aisée. Et on doit aussi former aussi à la mise en œuvre, parce que vous savez, ces matériaux, ils ont beau être de qualité, s'ils sont mal mis en œuvre, le résultat final ne sera pas à la hauteur des impératifs que nous avons. Oui, c'est que c'est ancestral, voire archaïque. Ça marche depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, avec les progrès de la recherche, ça marche et de mieux en mieux, c'est ça? Complètement. Ça marche de mieux en mieux. Et on a un recul aujourd'hui et on est obligé d'assurer une pérennité de l'ouvrage à plus de 50 ans. Donc on est vraiment là sur de l'intergénérationnel. Et les produits d'aujourd'hui répondent à ce cahier des charges. Oui, parce que les produits d'hier, ils étaient souvent polluants et dangereux. C'est terminé tout ça. C'est fini pour de bon? On l'espère. En tous les cas, on contribue. Et on voit de plus en plus de jeunes générations d'entrepreneurs qui demandent de mettre en œuvre des produits qui respectent ces conditions-là, tels que la fibre de bois. On a des produits à base de chanvre, de cellulose. Bien sûr, pour pouvoir les appliquer, Eric en parlait juste avant, le bon geste est important. Donc ces produits sont performants s'ils respectent des bonnes règles de mise en œuvre. La cellulose, c'est fini la bonne vieille laine de verre? Le truc qui piquait et qui dépassait les murs? C'est fini, mais sur un cycle assez long. C'est pas dans 15 jours ou dans 3 mois, c'est sur des cycles de plusieurs années. Il y a une tendance effectivement où on voit émerger les isolants biosourcés et se réduire progressivement les isolants classiques. Mais néanmoins, la part de marché des isolants classiques est énorme aujourd'hui. Et donc, il faudra quand même du temps. Hein. Il faut penser que c'est des échelles de temps, 5, 10, 15 ans. C'est pas en 2-3 ans que ça va se faire. Mais on y va. Toute la filière y va. Alors, comment on sélectionne ces produits? Alors, on les sélectionne principalement au niveau de leur performance. On ne les oppose pas parce qu'en fait les enjeux de l'isolation sont tels qu'on a besoin de toutes les sources d'isolation. Alors c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont plus dynamiques et c'est les isolants dont on vient de parler, les biosourcés. Mais on a besoin au sein de la filière d'avoir l'ensemble des produits parce que on a un parc existant et ça c'est la rénovation qui est énorme et qui est le plus ancien au monde. C'est une caractéristique de la France, on déconstruit très peu et on a des enjeux dans le neuf qui sont aussi considérables. Donc
Ce qu'on veut, nous, c'est que le bon produit soit utilisé, évidemment répondre aux besoins du marché en mettant à disposition dans nos agences une gamme de produits qui n'existait pas il y a 10 ans ou qui n'étaient pas adaptés aux besoins du bâtiment. Et donc là, on est sur cette tendance très forte avec des développements très intéressants. La sélection se fait aussi comme ça. Il y a une gamme de prix aussi. Il faut pouvoir s'adapter selon les budgets. C'est plus coûteux, ces matériaux ? Ils sont pas plus coûteux, ils ont des approches souvent assez proches en termes de budget. Ils peuvent être un petit peu plus élevés, mais surtout ils doivent vraiment répondre à des particularités. Comme disait Eric, on ne les oppose pas, c'est des caractéristiques spécifiques qui permettent plutôt d'utiliser tel ou tel matériau. Et puis il y a des appels d'offres dans lesquels il faut répondre avec ces matériaux. Et on le voit de plus en plus dans nos projets de rénovation. Eh bien, ces matériaux aussi sont de plus en plus sollicités. Alors on cherche à avoir les produits les plus adaptés, les produits qui répondent le mieux, les produits qui sont plus performants à ce moment-là de l'utilisation, puisque dans la rénovation, on parle plus de performance globale. On ne va pas parler d'un point de vue thermique d'un seul produit. C'est une combinaison d'un certain nombre de produits qui nous amène à une performance énergétique globale. Et il faut accompagner le client aussi dans ce virage. Il faut toujours accompagner les clients. C'est notre métier de base, c'est la proximité, on en parlait tout à l'heure, l'accompagnement. Souvent, les lois sont faites par des ingénieurs ou des juristes ou des architectes très chevronnés. Et nous, on fait un travail d'interprète français. On raconte à nos clients la réglementation avec des mots d'artisans. Parce que nous, on parle artisan première langue. C'est notre langue, en fait. Merci beaucoup et merci beaucoup à vous deux, Éric Gauthier, Laurent Laroche, et très bon salon à vous et belle continuation. On reste dans le thème, bien sûr, Jérôme, mais avec cette fois-ci le circuit du bon sens. Le circuit du bon sens, c'est le réemploi, c'est le nouveau défi éco-responsable pour SAMC, avec Astrid Magnien, bienvenue. Merci, bonjour. Coordinatrice de Enfin Réemploi, vous allez tout nous dire, et Christophe Lyonnais, merci d'être là. Merci, bonjour. Directeur de la région Savoie. Qu'est-ce que c'est Enfin Réemploi, Astrid ? Alors Enfin Réemploi est une association chantier d'insertion basée à Chambéry. Et nous avons une plateforme de matériaux de seconde main de 1000 m² dans Chambéry qui est ouverte 5 jours sur 7, comme les magasins SAMC. Et bien voilà, alors c'est vrai que ce sont deux choses, hein, le réemploi du matériau pour faire du neuf et le réemploi du matériel. Oui, en fait, le réemploi, c'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement vaste. Et c'est vraiment le cœur du métier de Enfin Réemploi, c'est de dire on va arrêter de démolir et de jeter quand on déconstruit. Maintenant, on fait une déconstruction sélective intelligente et on va récupérer un maximum de matériaux pour essayer soit de les réutiliser pour la même affectation, on va reprendre une tuile et ça va redevenir une tuile sur un nouveau bâtiment, ou on va utiliser un matériau, lui amener un petit traitement et le réutiliser pour faire autre chose. Par exemple, on va déconstruire une charpente et avec cette charpente, après un rabotage, après un nettoyage, on va faire des meubles ou on va faire autre chose. Et c'est ça qui est magique. Ça se faisait pas avant, ça ? Alors, moi, si je peux réagir, effectivement, ça s'est toujours un peu fait, notamment avec du recyclage, pour les agrégats notamment, où c'est devenu obligatoire, dans le cadre d'une déconstruction, de réutiliser une partie des matériaux de déconstruction sur place. Ça se fait aussi avec des matériaux dont l'esthétique ancien est recherchée, notamment pour la patine. Je pense aux pierres et aux vieux bois notamment. Au pavé, etc. Enfin, il y a plein de produits qu'on réemployait pour des enjeux particuliers. Je pense que là, maintenant, on se situe effectivement à d'autres échelles, qui est vraiment de réutiliser pour des utilisations de structures, pour des utilisations vraiment de circuits le plus court possible, une grosse partie des isolants, des bois, de structures, de charpentes, Jérôme l'a dit, etc., pour vraiment qu'on puisse refaire du circuit le plus court possible des produits de déconstruction. Donc ça se fait à l'échelle des particuliers, ça se fait aussi à l'échelle d'un grand groupe comme le vôtre alors ? Oui, tout à fait. En fait, on travaille ensemble avec le groupe SAMC sur la récupération de tous les éléments qui ne sont pas vendus, donc les invendus, les sorties de catalogue. Et en fait, l'intérêt de donner à une association comme la nôtre, c'est de permettre au groupe SAMC de ne pas mettre à la poubelle et de faire vivre notre association. Nous revendons du coup les produits que le groupe SAMC nous donne.
Nous travaillons principalement avec des particuliers, puisque c'est une plateforme urbaine aujourd'hui que nous avons à Chambéry, donc les particuliers viennent nous voir quotidiennement. Avec les professionnels, on travaille plus sur un modèle de commande, puisqu'on fabrique du coup des pièces de bois à façon. Donc on va nous passer une commande d'un certain nombre de tasseaux, par exemple, que nous allons fabriquer grâce à nos outils, puisque nous avons un atelier de transformation du bois, pour pouvoir ensuite du coup les livrer. Il nous faut à peu près 3 mois, donc c'est un peu plus qu'une entreprise classique ou qu'un scieur classique, mais ça permet aussi à notre chantier d'insertion d'apprendre les gestes des métiers de la scierie. En ce qui concernait aussi le gros œuvre, je ne peux pas entendre que tout allait à la benne auparavant. Les gros matériaux, les gravats. Malheureusement, une grosse partie effectivement des produits, sauf ceux qu'on pouvait broyer et concasser sur place, étaient malheureusement destinés à être jetés, à être détruits, quoi. Et alors aujourd'hui, quel matériau en fait? Est-ce qu'on peut tout recycler? Oui, on peut tout réemployer surtout. C'est ça qu'il faut voir. En fait, le déchet le plus vertueux, c'est le déchet qu'on ne produit pas. Ensuite, il y a ce fameux déchet qui devient une ressource, le réemploi. Et ensuite, la troisième démarche, c'est le recyclage. Le réemploi permet de donner une seconde vie à un matériel. Tous les matériaux sont réemployables en l'état à partir du moment où ils n'ont pas été trop abîmés. Sur un chantier de déconstruction, avec un curage classique, c'est beaucoup plus facile de récupérer une tuile ou une charpente que de récupérer un carrelage qui aurait été posé avec un mortier, un joint, etc. Donc, nous avons pris une orientation à Chambéry parce que nous avons un atelier de transformation du bois, donc 50% de notre parc, c'est du bois. Il y a d'autres matériauthèques qui ont des plateformes extérieures et qui travaillent beaucoup avec, du coup, du TP, du gros œuvre, de la tuile, de l'ardoise. Ils fabriquent, du coup, soit du paillage minéral, soit des gabions. Parce qu'en fait, c'est une première retransformation du matériel tel qu'il a été récupéré sur un chantier de déconstruction. Mais il faut faire attention aussi à ce qu'il soit bien aux normes aujourd'hui. Est-ce que ce soit du matériel qui soit propre aussi et non polluant? Alors, on a pris le parti, du coup, de ne travailler qu'avec des matériaux qui ne nécessitent pas de normes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les normes sont des normes PMR, des normes sécurité, des normes feu, du coup. Et donc, tout ce qui concerne, par exemple, une porte coupe-feu, vous n'allez pas la réemployer en porte coupe-feu, vous allez l'utiliser en porte classique. C'est pour dire qu'on reclasse les matériaux pour ne pas avoir à les mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'un essai ou vis-à-vis d'un bureau de contrôle. Il faut partir avec des choses simples. Et pour commencer dans le réemploi, il faut travailler avec des matériaux qui ne sont pas soumis à des normes thermiques, à des normes feu, à des normes PMR. Alors, auparavant, ça vous le disiez, le tri se faisait en aval. Bon, ben voilà, on a déconstruit, on a détruit. Qu'est-ce qu'on récupère? Aujourd'hui, il y a une réflexion en avant. Hein, ça fait partie de la démarche en fait en termes de construction, de rénovation. Qu'est-ce qu'on récupère avant? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, dans tout type de chantier de déconstruction, il y a une réflexion effectivement sur ce qui peut être revalorisé dans la déconstruction. Alors plus particulièrement, effectivement, ce qui peut être démonté. Hein. C'est évident que les murs ne se démontent pas, donc le gros œuvre ne se démonte pas. Par contre, une charpente se démonte, les isolants peuvent se démonter, les menuiseries peuvent se démonter. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est quand même dans une démarche qui est plutôt pionnière. Hein. On ne veut pas opposer évidemment au sujet précédent sur les matériaux biosourcés qui font, eux, l'objet d'une démarche déjà industrielle. Là, on est plutôt sur quelque chose qui démarre, mais dont effectivement l'intérêt est de ne pas refabriquer. Donc là, c'est le biosourcé par excellence, puisqu'on ne va pas réutiliser de matières premières pour refabriquer les produits, et on va essayer de les réutiliser le plus à proximité de la déconstruction. Donc il y a vraiment un intérêt majeur à développer effectivement cette nouvelle organisation, cette nouvelle réflexion, et puis cette nouvelle façon de revaloriser ces produits. Donc ça passe d'un chantier à un autre chantier. C'est le réemploi extraordinaire, c'est quand on a sur un même territoire un chantier qui donne et un chantier qui prend, entre deux architectes, avec au milieu une entreprise de réemploi et de réinsertion qui fait la déconstruction, qui fait l'audit de démontabilité, qui fait la déconstruction, qui fait le traitement et qui passe d'un chantier à l'autre. Quand on réussit ça, et c'est la force d'Enfin Réemploi, c'est qu'Enfin Réemploi a été créé par des acteurs économiques et des acteurs de la filière BTP savoyard, avec cette volonté d'inscrire le réemploi au cœur des territoires de Savoie. Et c'est ce qui nous attire dans ces premiers échanges avec Enfin Réemploi, c'est que nous, on a un réseau très dense, on est très présent en Savoie, on a toute une histoire en Savoie, et on se dit qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble.
Donc c'est pas contradictoire alors, parce que qui dit réemploi dit économie, réduction des déchets à la source, donc vous gagnez moins d'argent. Plus Astrid va vendre de matériaux de réemploi, moins je vais vendre de matériaux neufs. Ça, c'est vrai. C'est une sacrée concurrente. Mais elle représente l'avenir, je pense, et nous, on doit s'intéresser à l'avenir. Et c'est pour ça qu'on dialogue avec elle. Il faut, pour promouvoir une filière comme ça, il faut énormément de détermination. Évidemment, avant qu'il y ait des gains privés qui sont importants, il faut aussi beaucoup de mouvements associatifs, il faut beaucoup d'aide publique et on a vraiment besoin, effectivement, quand on a compris l'intérêt, la finalité et le sens de cette démarche, il faut évidemment continuer de les aider, je pense aux collectivités, mais même nous qui sommes un acteur de la filière, il faut vraiment continuer de les aider pour qu'on puisse vraiment arriver à une échelle où économiquement ce type de projet soit viable. Et de notre point de vue, là où SAMC est important pour nous, c'est vis-à-vis de leur professionnalisme et de leur humanisme. C'est une entreprise familiale qui met en avant ses salariés. Ils ont une vocation sociale autant que nous, mais aussi une vocation de professionnalisation de notre filière, puisque le réemploi reste un petit peu nébuleux aujourd'hui pour le grand public. On a besoin de la SAMC pour faire avancer la filière. Oui. Et surtout aussi, certaines collectivités proposent presque des collectivités ou des chantiers, des magasins presque, voilà, particuliers, voilà ce qu'on vend, des matériels issus de bureaux, issus de différents chantiers de déconstruction. C'est de plus en plus commun avec l'association comme la vôtre bien sûr, mais aussi les particuliers qui peuvent aussi profiter de ces matériaux à bas prix. C'est le succès du Bon Coin, c'est le succès de Vinted. Aujourd'hui, la seconde main a beaucoup de succès dans le monde entier. Et je pense que dans 5 ans, on verra que le réemploi fait partie de la construction et de la filière BTP à sa place, à trouver sa place. Et ce sera des cohabitations, des collaborations entre des entreprises comme la nôtre, entre les collectivités, entre les associations. Tout ça, c'est en train de démarrer et on y croit beaucoup. Voilà, la petite différence aussi avec ces fameuses enseignes de réemploi dont vous parlez, c'est peut-être la relation client, l'humain. C'est toujours l'humain qui dirige pour nous. Voilà, il y a un grand chantier encore au niveau de toutes ces marques de réemploi qui sont bien sûr extrêmement vertueuses. Il y a encore, ça n'est que le début. Voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire et vous montrez le chemin, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Et alors nous, on va réemployer aussi notre plateau pour l'humain. L'humain, dans tout ça, il est partout, dans tout ce qu'on vient de dire, d'ailleurs, dans tous les secteurs, et on va vous le rappeler tout de suite. Jérôme est en train de faire une choré, ça marche bien, ça c'est vrai. Ouais. Ils sont contents d'ailleurs. On en a vu danser ici quelques-uns. Merci François Berriot de reprendre place ici à nos côtés, directeur général de l'enseigne SAMC. Et la DRH est là, directrice des ressources humaines, Laurane Tornambé. Bienvenue. Merci. Tout va bien? Oui, tout va bien. Alors, les sportifs que vous connaissez bien, François, le disent et le répètent, on est un groupe qui vit bien. En général, c'est une équipe qui va bien, qui dit ça. Un groupe performant et un groupe qui se sent bien en harmonie avec sa mission et qui vit avec son temps, c'est important? C'est très important et c'est ce qui fait la différence chez nous, c'est l'humain. On dit toujours, il y a une équipe. Dans une équipe, il y a des individualités qui sont fortes, mais il y a une cohérence de l'équipe, et une cohésion et une entraide globale de l'équipe. Et nous, on fonctionne un petit peu pareil. On a des gens très performants individuellement, mais qui travaillent en équipe, et c'est ça qui marche chez nous. C'est ça, le meilleur de l'équipe n'est rien sans l'équipe qui donne tout ce qu'il y a de meilleur. Enfin, il y a plein de citations comme ça, c'est tout l'enjeu. Voilà, c'est tout l'enjeu aussi qu'on appelle le RSE, responsabilité sociétale des entreprises, donc qui vise à avoir un impact positif sur la société. Donc c'est presque une question d'éthique, en fait, ça, Laurane. C'est effectivement une question d'éthique, c'est la manière dont l'entreprise va pouvoir véhiculer sa marque employeur au travers de certaines actions, de certains sujets qui sont potentiellement tabous encore dans notre société, comme le handicap, comme la diversité, sur lesquels on a tout notre rôle à jouer, nous, en tant qu'employeurs. Oui, alors, vous avez choisi aussi, alors QVT, c'est qualité de vie au travail, c'est ça? Décarbonation, parité et handicap. Puisqu'il y a beaucoup d'enjeux, c'est aussi une obligation légale. C'est une obligation légale avec la loi Pacte, entre autres du 22 mai 2019, qui a renforcé les dispositions légales. J'imagine que la SAMC n'avait pas attendu. On n'avait pas attendu et il faut surtout avoir un coup d'avance pour ne pas subir ces obligations. Donc c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre d'actions qui vont nous permettre aussi de jouer sur notre attractivité pour féminiser nos métiers, parce que je pense que vous l'avez vu,
Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui ici présents. Donc on a de vrais enjeux autour de l'attractivité de nos métiers, parce que parfois on a des bassins d'emploi peu dynamiques, donc il faut qu'on puisse recruter. Et on a aussi un enjeu de féminisation. Donc effectivement, pour nous, c'est des questions qui sont centrales chez SAMC et qu'on aborde aussi sous différents angles avec nos partenaires sociaux. Il y a quand même un ressenti ici dans ce salon, par rapport au salon ici il y avait 4 ans, il y a davantage de femmes. J'étais pas là il y a 4 ans, donc je peux pas témoigner. Eh bien, vous le prouvez, donc, puisque vous êtes là. Exactement, et on a un comité de direction SAMC dans lequel il y a des femmes, on a une équipe de directeurs de région dans lequel il y a une femme, on a des chefs d'agence féminines de plus en plus importantes en nombre, donc oui, on progresse, on avance. On a 2 chefs des ventes femmes qui dirigent une équipe d'hommes. Donc aujourd'hui, oui, ça se féminise, oui, on avance. Et c'est à la fois un succès en interne parce qu'on change un peu des habitudes, mais il faut changer aussi les habitudes en externe parce qu'on a certains clients pour qui c'est un métier un peu masculin et bon, c'est une profession qui a mis un peu plus de temps que d'autres à s'adapter à ces nouveaux modes de management féminin. Et comment est-ce que vous essayez de convaincre les femmes qu'il y a plein de place pour elles? Par définition, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le domaine choisi dans le BTP. Il faut encore le rappeler aujourd'hui? Oui, et on n'a pas beaucoup besoin de convaincre parce que c'est la qualité humaine qui fait la différence. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de promotion interne dans l'entreprise et la promotion interne, on va chercher le meilleur talent. Si c'est une femme, la question ne se pose pas. À nous de faire en sorte de l'accompagner, mais comme on accompagnerait un homme qui prend aussi une fonction de direction, de management. Donc il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est d'être au rendez-vous. Et si la personne elle est au rendez-vous, il n'y a pas de problème, elle fera son trou. Et pour un homme comme pour une femme. Donc on essaye, nous, de ne pas faire de différence. On doit choisir les talents et il faut sortir un peu du lot pour pouvoir passer. Et il ne faut pas nécessairement avoir des gros bras et aimer mettre la main dans le béton pour travailler à la SAMC. C'est extrêmement vaste. Par exemple, ça va de quel secteur, aujourd'hui, quel domaine d'activité à la SAMC peuvent améliorer, on va dire, la parité? Alors, on a différents métiers en interne, des fonctions support au personnel de parc, en passant par les fonctions commerciales. Et après, c'est d'aller chercher des forums, en forum de recrutement, potentiellement de privilégier les profils féminins par rapport à des compétences égales versus un profil masculin. On va aussi avoir des leviers d'action sur la lecture des CV, mais c'est surtout un accompagnement aussi de nos chefs d'agence sur le fait de pouvoir intégrer des femmes plus facilement sur des parcs, dans ce milieu très masculin, comme le disait François. Après, on a quelques questions aussi sociétales, puisqu'on a certains métiers qui sont pénuriques dès l'embauche, dès le processus de recrutement. On ne reçoit pas de CV de femmes sur certains métiers. Donc ça nous dépasse un petit peu parfois. Donc il faut qu'on aille représenter SAMC dans les écoles et donner envie à ces femmes de nous rejoindre. Mais on peut aussi lever du matériel lourd, on peut aussi, voilà, il faut aussi briser ces idées-là. Mais maintenant on est équipé, il y a des chariots, il y a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir des gros bras. Et puis on est des fois très surpris. Parce que moi j'ai une agence où j'ai discuté avec une femme magasinier et après une fois que j'ai discuté avec elle, j'étais voir son chef d'agence en disant mais donc elle a l'air de bien se débrouiller. Elle me dit oui, elle va à la salle régulièrement, donc les mecs ils savent qu'il faut filer droit, il n'y a pas de problème quoi, donc à elle de faire leur place. Exactement. On a parlé de la féminisation, en tout cas de la parité. On peut aussi citer les 7 thématiques de la RSE. C'est la gouvernance et l'organisation, les droits de l'homme, les relations et les conditions au travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement local. J'imagine que vous connaissez tout ça par cœur. Mais vos priorités ici aujourd'hui, vos axes de développement, c'est effectivement la qualité de vie au travail, la décarbonation, la parité, le handicap. Qualité de vie au travail, comment est-ce qu'on y veille ? Alors comment on y veille ? C'est un sujet qui est clairement d'actualité parce qu'aujourd'hui on a à cœur de pouvoir offrir des espaces, des locaux sociaux accueillants. Donc on lance un gros challenge au niveau de l'enseigne pour rafraîchir, rénover nos espaces pour qu'ils deviennent de vrais lieux de convivialité pour ces collaborateurs qui restent de plus en plus souvent en agence pour manger, déjeuner entre midi et 2. Chez SAMC, chaque agence c'est comme une petite famille et il faut qu'on arrive à créer un univers cosy sur ces espaces de repos. Donc c'est un sujet qu'on prend à bras-le-corps et qu'on va traiter cette année pour justement ces nouvelles générations qui vont arriver, ces femmes qui vont arriver, ces nouveaux salariés qui vont arriver chez nous se sentent bien dès l'embauche. Bon, alors le café est gratuit aussi pour les salariés. Oui, c'est primordial. Bien sûr, s'il l'est pour les clients également. Mais justement, ce que vous dites est important et c'est vrai qu'à un moment on faisait beau ce qui était devant par rapport aux clients.
Et souvent, les chefs d'agence disaient bah oui, mais on ne va pas investir dans les locaux sociaux, c'est pas important, c'est ça. Exactement. Ça, c'était avant. C'était avant, et aujourd'hui, bah, on les pousse un peu des fois de temps en temps en disant mais si, il faut que les salariés s'y retrouvent aussi, il faut qu'il y ait un bout de canapé quand ils se reposent entre midi et deux, qu'il y ait un coin tranquille où ils peuvent manger, je dirais, à l'abri de la poussière, de la saleté, de tout ça. Et voilà, donc à nous de privilégier ça. Et heureusement, on n'a pas besoin de beaucoup pousser. C'est dans l'air du temps et globalement, on y va. Et bon, voilà, on fait un petit challenge pour que ça soit encore plus sympa et pour que ça soit général. Mais globalement, ça se fait petit à petit. Vous les invitez aussi au hockey, au rugby des fois? Bien sûr, ils sont invités. Au cirque aussi, on est partenaire du Festival de Cirque et on le fait surtout pour les salariés en interne. Donc oui, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. On fait une grosse journée de ski aussi à la fin de saison, souvent à l'Alpe d'Huez, où on invite aussi tous nos collaborateurs. Donc oui, on fait des tas de choses comme ça avec eux et pour eux. Fameux team building aussi, comme on dit. La décarbonation, comment elle se traduit? Il y a eu beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là? Alors la décarbonation, je vais faire appel à mon joker, je pense. Jérôme, tu veux prendre la parole? Le joker de la décarbonation, évidemment, on travaille sur nos bâtiments. François en parlait tout à l'heure. Il faut rénover nos bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie en hiver comme en été. Donc comme le cordonnier, vous êtes bien chaussé quand même. Il y a plein de solutions techniques, mais c'est des gros investissements, donc on doit les planifier dans le temps. Là, on investit, vous avez dehors des camions, les nouvelles générations de camions électriques et camions au gaz naturel. Donc on investit dans des moyens d'exploitation qui sont beaucoup plus chers. Un camion électrique, ça coûte 3 fois plus cher qu'un camion diesel. Mais néanmoins, on investit parce qu'on va pouvoir livrer les centres-villes de Grenoble, de Lyon, avec des poids lourds électriques, dans le cadre à la fois de la loi des ZFE, mais aussi du fait que nous, on veut avancer sur ces sujets-là. Ça, vous aviez anticipé même. On avait anticipé. On est en train de convertir toute notre flotte de véhicules légers, de passer du diesel à l'électrique aussi ou à l'hybride. Et tout ça, c'est aussi de la conduite du changement, des investissements. Et tous ces chantiers sont adressés de façon proactive par le comité de direction de l'enseigne et avec un plan d'investissement parce que, voilà, n'oublions pas que derrière la décarbonation, il y a de l'investissement. Près de 50% de notre renouvellement de flotte en 2023 a été fait avec des véhicules hybrides ou des véhicules électriques. 50%, c'est un grand pas en avant. Donc, et on s'aperçoit que je dirais petit à petit on va là-dedans, on y contribue, les camions électriques, mais aussi les chariots élévateurs. On a aujourd'hui près de 70% de notre flotte de chariots élévateurs qui sont électriques. Donc on avance dans le bon sens. Il faut un peu du temps, parce que je dirais c'est comme dit Jérôme, des investissements lourds, mais c'est aussi quelque chose qui est au niveau du confort. Et pour demain, la décarbonation, c'est primordial. Et vous en êtes un ambassadeur, en montrant l'exemple d'ailleurs dans ce domaine. Toujours. Et alors, on a parlé bien sûr de cette décarbonation. Le handicap, c'est encore un grand chantier également. Comment est-ce que la SAMC accompagne les salariés porteurs de handicap, encourage aussi à rejoindre l'entreprise? Alors on a commencé l'année dernière par déjà signer un accord handicap avec nos partenaires sociaux. Cet accord, il nous permet d'être plus agiles sur la gestion de nos flux financiers sur ce sujet pour aménager des postes rapidement pour nos collaborateurs. Donc on s'est attaqué plutôt à l'interne, à démystifier ce sujet, à faire en sorte que ce ne soit plus un tabou. Parce que comme je vous le disais, en agence, ce sont comme des petites familles qui travaillent tous les jours au quotidien et c'est très difficile d'aborder ce sujet parfois avec ses collaborateurs. Donc on a signé cet accord et on a fait émerger le sujet. La deuxième étape, ce sera évidemment d'intégrer des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, on va aller chercher des partenaires au niveau du recrutement qui vont nous permettre de cibler ces populations qui sont souvent les grands oubliés du recrutement. Pour autant, comme je vous le disais, on a des enjeux sur des bassins d'emploi compliqués. Il faut qu'on ouvre nos chakras et qu'on aille effectivement chercher ces populations en situation de handicap qui ont de vraies compétences et de vrais savoir-faire. Est-ce que c'est aussi une obligation légale? C'est aussi une obligation légale, alors oui et non, dans le sens où si on ne répond pas à notre obligation, on paye. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de répondre à notre obligation parce qu'on veut être entreprise accueillante. Là aussi, il y a des murs à faire tomber puisque le BTP encore est porteur de beaucoup de mythes. Oui, il y a ça. Et puis, il y a des difficultés aussi parfois liées à nos bâtis, à nos structures, à nos agences qui ne nous permettent pas malheureusement de recevoir certains collaborateurs en situation de handicap. Et il y a certains handicaps qu'on ne pourra pas non plus intégrer dans nos agences du fait du risque sur les métiers. On a des zones parfois accidentogènes qui ne nous permettent pas de recevoir certaines personnes, certains collaborateurs en situation de handicap. Donc c'est tout ça qu'on travaille pour cibler les bons collaborateurs aux bons endroits, mais pour qu'ils puissent venir travailler en toute sécurité également. Donc c'est un vrai progrès.
qui va prendre encore aussi 100 ans pour arriver jusqu'à vos idéaux aussi sans doute. Jérôme, Super. voilà, le C'est- développement, les voilà. perspectives. On peut dire que le groupe a encore bien des chantiers aussi, mais ils sont bien en route, bien en marche. En tout cas, on a fait une belle balade avec vous au cœur de la stratégie de l'enseigne SAMC et de ses marques spécialistes. Et c'est 100 ans d'histoire et c'est encore 100 ans de belles histoires qui s'annoncent avec des beaux défis, des beaux challenges et une nouvelle génération de managers qui arrivent, dont Laurane, qui est une jeune femme et qui montre bien que SAMC évolue, puisque au comité de direction de SAMC, on a déjà plusieurs femmes et c'est pas fini. Voilà. Merci beaucoup Jérôme Tfoin, merci beaucoup François Berriot et Laurane Tornambé. Voilà, merci encore à vous, très très belle continuation. On se retrouve, c'est dans quoi déjà? On se retrouve la prochaine fois pour le prochain salon SAMC. 2 ans. Allez, dans 2 ans, s'il n'y a pas de crise sanitaire, mais cette fois-ci. Février 2026. Allez, on touche du bois et c'est le cas. Merci encore à vous tous, merci de à votre vous. fidélité. Merci. Au revoir. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.